Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de la cachette, un tout nouvel atelier artistique dans lequel se nichent 3 créateurs singuliers. Nous saurons tout également sur la première édition de l'Indécent Vidéo Caen, un festival qui célèbre le cinéma de genre. Xavier nous livrera son dernier coup de cœur littéraire et puis bien sûr je vous réserve quelques news et agendas culturels. Mais tout de suite, retrouvons l'écrivaine Isabelle Flaton qui publie Un féodé aux éditions Anne Carrière, un drame norvégien dans lequel il est question d'amour et d'embrigadement. Bienvenue. Isabelle Flaton, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien et puis on remercie infiniment Xavier aussi de nous accueillir ici dans cette très belle librairie La Pensée Sauvage à Metz. Aujourd'hui tu es là puisqu'après le roman Un homme honnête, tu publies le très beau Un féodé, toujours aux éditions Anne Carrière. On va y retrouver un personnage, Hjordis, 20 ans, en apparence qui a tout pour être libre. Et puis finalement elle va rencontrer Morten et cette histoire d'amour va faire qu'elle va rentrer dans un schéma assez classique. Et surtout, elle va se rendre compte qu'elle s'est engagée dans une relation pour laquelle elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit témoin de Jéhovah. Donc la question que je me pose, c'est quel était le point de départ? Est-ce que ça a été la volonté de parler de l'émancipation des femmes? Ou est-ce que ça a été tout d'abord peut-être de s'intéresser à la question de l'appartenance à un groupe, à une secte, comme les témoins de Jéhovah? Alors, il y avait d'une part, quand on a 20 ans, essayer de me souvenir de mes 20 ans, moi je rêvais, comme je crois beaucoup de jeunes gens ou jeunes filles, d'une vie hors des clous. Une vie d'aventurière, de vagabonde. Tout sauf un mari. Tout sauf un mari, des enfants, voilà. Et donc, on est impulsif, enfin, c'est pas une généralité, mais c'est le cas d'Hjordis, elle est impulsive et elle n'est pas satisfaite de sa vie et elle veut partir à l'aventure. Et c'est ce qu'elle va tenter de faire. Et elle est c'est aussi une jeune femme indécise, qui ne sait pas ce qu'elle veut faire, sinon vivre de façon marginale, elle ne sait pas. Voilà. Et puis, en parallèle de ce thème-là, de la jeunesse et du fait que soudain, on prend à droite plutôt qu'à gauche, et puis on peut tomber dans une impasse, mais ça, on ne le sait pas. Et donc, il y a une sorte de... Les dissensions actuelles dans notre société, les dissensions communautaires et religieuses s'exacerbent, et donc il y a là quelque chose qui m'inquiète et qui m'effraie, et que ce soit les mouvements sectaires ou religieux, en fait, le mécanisme d'endoctrinement, la manière de gérer, de conditionner, c'est la même. Et voilà, et ça m'a intéressée. Oui. Donc tu as mélangé un petit peu effectivement ces deux thématiques dans ce livre. Il y a la question de l'acceptation forcément qui ressort très fort. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter lorsqu'on est en couple, puisque voilà. Elle va s'engager avec Morten, Hjordis. Effectivement, elle va se retrouver en couple avec lui. Il se trouve qu'effectivement, il est issu d'une communauté de témoins de Jéhovah. Et la question, c'est une pratique religieuse extrême ou intégriste, ça crée des frontières infranchissables entre les êtres. C'est-à-dire que dans un couple qui ne partage pas les mêmes religions, les mêmes croyances, il y en a un qui obligatoirement doit renoncer à la sienne et se convertir. Sinon... Et on en revient à cette question d'accepter. Qu'est-ce qu'on est prêt ou pas à accepter? Exactement. Et dès lors, cette jeune femme, parce qu'elle va être prisonnière d'un engrenage, elle aura un enfant, et donc là, il y a aussi la question l'éternelle question des femmes, millénaire, une sorte de culpabilité originelle, le sacrifice des mères. C'est une jeune femme qui va lutter contre elle-même, qui va hésiter, qui ne saura pas si elle doit se battre, quitter,
rompre, essayer de trouver des compromis. Enfin voilà, Oui, ça c'est ça. oui. Ça c'est le passage où Hjørdis, la jeune femme du livre, découvre que son mari lui a menti. Il y a des hurlements de fauves, des torrents de colère, des visages dégringolés, une gifle qu'elle balance avec force sur sa pathétique face de rat à moitié crevée qui invite au meurtre. Il s'ensuit des portes claquées, des chambres séparées, des petits déjeuners glacés, des insultes en rafale, des esprits en faillite, le désordre des jours, l'abolition des nuits, une tornade insensée. Cabrée tel un cheval fou face à l'inconcevable, l'écume aux lèvres, elle crache sans relâche son venin. Faut que ça saigne, qu'il saigne. Elle renie alors l'embryon niché en son creux. Pauvre gosse, si elle avait su qu'il serait doté d'un tel géniteur, elle lui aurait épargné de voir le jour. Tu parles d'un cadeau de naissance. Ravagée par sa propre parole, elle s'afflige de n'avoir qu'un champ de ruines et des questions sans réponse à offrir à son enfant. La question d'acceptation, on l'a aussi du côté de Morton, puisque lui, finalement, il est dévoué à Dieu. Et on peut se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter aussi de ce côté-là, jusqu'où on est prêt à aller quand on est dévoué. Sa vie a été entièrement régentée par par la communauté, il est persuadé, comme tous les membres, de détenir la vérité. C'est le régime de la terreur, j'ai envie de dire de manière un peu lapidaire, c'est-à-dire conduis-toi comme la Bible te l'ordonne, si tu fais un pas de côté, tu es mort. Je schématise, mais c'est exactement. Et dès lors, sortir de ce carcan-là, de ce carcan mental dans lequel il a grandi, il a une trentaine d'années quand commence le roman, on n'imagine pas ce que ça représente. Il n'a pas les codes, il ne connaît rien de la... Et c'est un combat presque perdu d'avance. L'intrigue de ce roman, tu l'as placée en Norvège. Oui. Pour quelle raison? C'est un pays dans lequel j'ai vécu quand j'étais jeune. Oui. Si on me demandait ce qu'il y avait d'autobiographique, je dirais ben, j'ai fait comme Hjørdis, c'est-à-dire que sur un coup de tête, je suis partie rejoindre un homme en Norvège qui n'était pas témoin de Jéhovah, c'est important de le préciser. Et dès lors, j'ai cru que toute ma vie allait se dérouler en Norvège. Et je me suis vraiment investie à fond, j'ai appris la langue, enfin j'ai tenté de m'intégrer. Et puis la vie a fait que non, je n'ai pas passé toute ma vie en Norvège. Et j'ai toujours ce sentiment, une sorte de nostalgie de quelque chose qui n'est pas advenu. Et je retourne sur mes pas régulièrement parce que c'est un pays qui a laissé une empreinte profonde en moi. C'est ton 14e roman, déjà. Il y a toujours ce même plaisir. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est ma vie, c'est un espace de liberté incroyable. Quand je commence à écrire, je ne sais pas où je vais. Donc je le découvre moi-même et c'est chaque fois une aventure. Et dans chaque roman, mais ça c'est ma petite démarche personnelle, pour chaque livre, je me lance un petit défi. Et celui-ci, alors, c'était... C'était de soigner l'intrigue, d'essayer de faire en sorte, ça je ne sais pas si le pari est réussi, qu'une fois qu'on commence, on ait envie de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. Eh bien, c'est le cas. Moi, je te confirme que j'ai été tenue en haleine avec ce très beau livre Inféodé, c'est paru aux éditions Anne Carrière, c'est signé Isabelle Flaton. Merci beaucoup, Isabelle, de nous l'avoir présenté. Merci à toi, et à bientôt Alicia. Pour le prochain. Merci, Alicia. Merci beaucoup. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à soutenir un lieu que l'on adore, la Conserverie à Metz. La Conserverie est un lieu d'archives entièrement dédié à la photographie de famille amateur. 60 000 clichés y sont archivés, indexés, consultés, des photographies qui ont fait l'objet d'expositions, mais aussi d'éditions. Et avant de vous expliquer pourquoi ce lieu a besoin de vous aujourd'hui, je vous propose d'écouter Anne Delrez, que j'avais rencontrée il y a quelques temps. Elle nous parle ici de ses archives qui la touchent profondément. Jusqu'avant l'ouverture de la Conserverie, ces photos allaient dans les déchetteries ou effectivement dans les archives départementales, municipales, mais donc elles étaient perdues dans un flot d'archives historiquement plus importantes. Moi j'aime ce type d'image, enfin j'aime les petites choses, qui d'un premier abord ne semblent pas importantes. Et c'était essayer de faire en sorte qu'elles n'aillent plus à la déchetterie, mais aussi essayer de les faire dialoguer avec chacun de nous, ces images.
C'est un vrai album de famille qui a juste eu la particularité de commencer en 1904. Donc ça, ce sont des photos de 1904 d'enfants et de femmes dans un jardin. Et puis très vite, ils partent à la guerre. Et très vite, on passe de l'histoire un peu normale d'une famille, enfin d'une famille bourgeoise, hein, parce qu'on est en 1904, sinon on ne faisait pas de photographie, à des jeunes gens qui partent au front. Et puis pouf, on revient parfois avec un portrait d'une jeune femme et on retourne au front. Alors bien évidemment, très très vite, il y a les avis mortuaires qui sont donc glissés dedans. Donc c'est vraiment un vrai album de ce que c'est qu'une vie. C'est vraiment un mélange entre l'histoire officielle et puis l'histoire à hauteur d'homme. La conserverie qui, avec ses photographies, se fait la mémoire de nos vies, témoigne des époques, de ce que nous sommes avec poésie. Elle est d'ailleurs devenue le conservatoire national de l'album de famille, mais c'est aussi une galerie, un centre de ressources et un coin librairie. 13 magnifiques livres ont été édités, en voilà 2 par exemple, et 70 expositions organisées en 10 ans. Mais aujourd'hui, la conserverie est contrainte de quitter le 8 rue de la Petite Boucherie à Metz. Elle est donc urgemment à la recherche d'un nouveau lieu de 150 mètres carrés qui puisse accueillir ses archives, ses expositions, sa librairie et les chercheurs qui travaillent à partir de ces archives. Alors si vous connaissez un lieu, si vous avez envie de glisser quelques pièces dans la tirelire de la conserverie pour la soutenir, vous n'avez qu'à suivre le lien qui se trouve à l'écran. À Metz, ne laissons pas disparaître la conserverie, lieu unique de la photographie de famille, et d'ailleurs le titre d'une tribune parue dans Libération il y a quelques jours à l'initiative d'un collectif. Alors on espère vivement que ce lieu magnifique trouvera un nouvel espace dans sa ville. Et pour ce qui est des idées de sortie, je vous propose de prendre maintenant la direction du Grand Théâtre du Luxembourg qui accueille la création La Tendresse de l'artiste engagée Julie Berès pour la compagnie Les Cambrioleurs, une pièce dans laquelle elle fait le jour sur ces garçons, ces hommes qui se débattent avec les clichés du masculin, les injonctions de la société, l'occasion pour elle d'évoquer la question du patriarcat, des traditions, la question de savoir comment être un mec bien aujourd'hui, le tout dans un théâtre qui mêle hip-hop, danse classique et récit. Et vous avez déjà dit je t'aime à un ami? Une fois, mais j'avais beaucoup bu. À chaque fois que je tombe amoureux, j'ai ce rêve d'un amour qui défie le temps. Ouais, on vieillit ensemble, y a pas de trahison. J'ai peur d'être déçu, putain. Je me demande, est-ce que grandir, c'est passer son temps à perdre des gens? Je sais pas si je suis quelqu'un dont on se souvient. Je suis quelqu'un de très... Enfin, je suis pas atypique. Je suis assez banal, je crois. La Tendresse, magnifique spectacle à découvrir au Grand Théâtre du Luxembourg du 22 au 25 octobre prochain. Réservez vite vos places. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à voir de bons films. C'est ce que vous propose régulièrement l'association Indécent Vidéo Club, qui cette année va encore plus loin en lançant son propre festival. L'occasion pour nous de revenir sur le pourquoi et comment de cet assaut, et bien sûr de s'enquérir de la programmation de cette première édition. C'est un ciné-club qu'on fait tous les mois, où on passe 2 films autour d'une thématique. On a fait une spéciale Hong Kong, on a fait une spéciale Bravo les lesbiennes. Spéciale Giallo aussi, Giallo. Du cinéma italien. Le genre en général, le film de genre, c'est ce qu'on oppose un peu au cinéma d'auteur pour faire vraiment très grossier comme définition. C'est du cinéma d'horreur, c'est du cinéma de science-fiction. Ça va être les Hongkongers, les actionneurs hongkongais, des années 80. Voilà, le genre en général. C'est assez vaste. C'est assez vaste, mais quand on en a en face de soi, on sait ce que c'est. Des films qui ont quelque chose à dire et qui vont aussi avoir besoin d'une certaine médiation. Nous, on aime bien faire ça avant les films, c'est parler des contextes, que ce soit politiques, que ce soit sociétaux, qui ont entouré les créations des films ou alors les sujets des films. Et voilà, nous on aime ce qui est indécent, on aime ce qui va vous marquer longtemps en fait, après avoir vu un film. Pour la programmation, on a 14 films en tout. Par exemple, on a Shaun of the Dead en copie restaurée pour les 20 ans. Le lendemain, on aura Hot Fuzz,
Et le surlendemain, on aura Le Dernier Pub avant la fin du monde, donc la trilogie Cornetto, tous les 3. On va avoir aussi des films encore aussi cultes comme La Momie, qui fête ses 25 ans, de Stephen Sommers avec Brendan Fraser. Donc voilà, qu'on a très hâte de redécouvrir, qui est une pépite d'enfance. On a aussi des grands classiques du cinéma, comme le film d'animation Métal Hurlant, qui sera pour l'occasion en plus présenté par Lloyd Cherry, qui est le rédac-chef de Métal Hurlant, de la revue. Donc ça c'est très cool, on va avoir des ateliers aussi, des invités qui vont présenter des films, des ateliers un peu plus interactifs dans le hall, voilà, ça va être dynamique pendant tout le week-end. C'est pour tout le monde, les gens qui aiment le cinéma, plutôt le cinéma de genre, donc tout ce qui va être un peu horreur, un peu action, science-fiction un peu. Hein. Enfin voilà, les gens curieux aussi qui veulent découvrir des nouvelles choses parce que avec les classiques, on a aussi des nouvelles sorties comme Perpetrator, Pelican Blue, En boucle, Hundreds of Beavers. Donc c'est un peu pour tout le monde. Les enfants, il n'y a pas trop de films pour eux, mais... Il y en a un ou deux. Un ou deux, mais voilà, sinon pour les gens curieux et qui veulent découvrir du cinéma ou redécouvrir des films qu'ils ont déjà vus dans une ambiance festive. Alors nous on se retrouve l'IVC tous les mois pour le ciné-club comme d'habitude et la semaine juste après le festival également pour une nuit complète d'Halloween avec la trilogie Ti West plus un film surprise qui sera présenté par Taous Merakchi qui est une super autrice, voilà, donc on a tous hâte de vous retrouver à cette nuit d'Halloween. Rendez-vous du 18 au 20 octobre au Club de Metz pour un shoot de bons films avec l'Indécent Vidéo Caen Festival. Restons à Metz maintenant pour pousser les portes d'un tout nouveau lieu culturel, La Cachette. Situé rue des Écoles, à côté de l'atelier Sainte-Croix des Arts, l'atelier La Cachette réunit 3 artistes, dessinateurs, sérigraphes, graveuses, qui ont eu à cœur de partager un espace dans un élan de créativité et de partage. Rencontre avec Hélène Saucourt, François Billot et Benoît Demijola, qui ne m'ont rien caché de leur envie. Pour nous, c'était un vrai projet d'être à plusieurs dans cet espace parce que justement, il est dans une cour, situé dans une cour tout au fond. C'est un ancien atelier en fait, qui existait depuis très longtemps. Et La Cachette, parce qu'en fait, on a l'impression d'être dans une petite grotte. L'idée, c'est de se ressentir en fait toute l'énergie des autres personnes autour de nous et qui créent et qui œuvrent aussi tous les jours. Dernièrement, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la taille douce en gravure, et notamment l'idée du mouvement et du corps. Enfin, je reviens quand même très régulièrement sur le corps, qui est croqué, mordu, en mouvement, parce que là, c'est la danse qui m'a intéressée ces derniers temps dans ce triptyque de danseuses. Et les autres œuvres, c'est plutôt des souvenirs ou un clin d'œil, donc là, c'est plutôt un voyage. Et puis après, le côté sérigraphie, où là, c'est plutôt jeu de mots, avec ses mains qui reviennent, le rapport à la main qui crée, qui œuvre, qui fait. Et puis la dernière œuvre, c'est de la manière noire. Donc c'est une technique de gravure totalement différente de la taille douce. Et où là, c'est un petit peu plus laborieux, un peu plus difficile. Et où ça se rapproche un petit peu, ça donne un effet de photo. La Cachette, c'est un peu un rêve qui se concrétise. Ça fait 20 ans que je suis sur Metz et ça fait 20 ans que je rêve d'avoir un lieu de création comme ça, un atelier. Et là, enfin, on a trouvé ce lieu. J'ai emménagé juste à côté. Donc voilà, c'est un endroit en fait où on peut tout faire. Moi, je bricole, je dessine, je fais un peu de sculpture en scotch aussi. Enfin, donc j'ai enfin un espace à moi où je peux m'éclater en toute liberté, quoi. Moi, ce qui me plaît avant tout, c'est je cherche toujours la simplicité. J'aime aller à l'essentiel. En fait, je cherche un peu la ligne parfaite en permanence. J'épure depuis des années mon dessin, j'ai plusieurs médiums, je fais un peu de BD. Ça, c'est une technique que j'ai découvert par accident, c'est du sticker autocollant et je dessine avec un cutter directement, donc le dessin il apparaît un peu comme ça par magie. Puis après j'ai poussé des trucs vraiment minimalistes. Bon, on pourrait dire que ça ressemble un peu à Kessaring, mais j'essaye
c'est un peu le maître, il a été au maximum, lui. J'essaye de trouver un peu ma patte là-dedans. Enfin, voilà. La simplicité, des dessins efficaces, puis jolis surtout. Moi, j'aime bien faire des jolies choses, quoi. C'est un peu le but. Puis il est un peu rigolo en BD, j'aime bien faire des trucs un peu rigolos. Je travaille principalement le dessin en fait, et surtout à la poudre de graphite, au graphite et au fusain. Je prends plaisir à redécouper dans d'anciens dessins. C'est-à-dire que par exemple ce dessin-là faisait 50-70, et donc avec un patron en fait d'une pochette vinyle de 33 tours. Je reviens redécouper dans ce grand format pour recréer en fait des pochettes vinyles donc du coup uniques en fait de 33 tours. Je recrée en fait des fragments de dessin, vu que je m'intéresse aussi à la musique électronique, à la notion de sampling, etc. C'est vrai que j'ai un attrait sur le pixel, sur le rapport à la photographie numérique aussi. Avec ce travail-là, on retrouve le format carré qu'on va retrouver aussi dans d'autres dessins plus abstraits, on va dire. Je crois que le plus important, c'est déjà de trouver l'espace-temps pour se dire, se raconter, faire. Et pas forcément pour s'exposer, mais en tout cas déjà pour créer, pour rechercher. L'atelier, c'est vraiment, ça porte son nom, c'est-à-dire qu'il y a du bruit, il y a du son, il y a du matériel. Et puis là, en étant à plusieurs, il y a une émulsion, je trouve. On se partage des conseils, des choses comme ça. Et c'est vraiment alloué qu'à ça et aux visites, à des personnes qui viennent nous voir parce qu'on crée. Et je trouve que c'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de parfaire en fait cette pratique. L'atelier La Cachette, rue des Écoles à Metz, vous ouvre ses portes sur rendez-vous. Vous pouvez d'ores et déjà les suivre sur Instagram. Et en parlant de nouveautés, sachez que l'association Messine Vitreux 23 dévoile sa toute première création musicale et visuelle, Architecte. Aux commandes, le contrebassiste et passionné d'architecture Jérôme Forer, qui a eu l'idée originale de composer des portraits sonores de figures majeures de l'architecture. Des musiques qu'il va interpréter avec ses musiciens sur scène, une scène où seront projetés des dessins, photographies, plans des réalisations de ces hommes et femmes à qui l'on doit des chefs-d'œuvre de l'architecture, une expérience musicale immersive unique en son genre, dont vous pourrez profiter le 18 octobre au Gueulard de Nilvange et vendredi 15 novembre, salle Poirel à Nancy. Et après le cinéma, le dessin ou l'architecture, et si nous parlions littérature, car les livres se croquent aussi vite que les pommes, mais heureusement, Xavier de La Pensée Sauvage est là pour nous ravitailler. Alors aujourd'hui, on part en voyage, dans le temps et dans l'espace, on part en Mésopotamie, donc cette bande de terre entre l'Euphrate et le Tigre. Et on va voyager dans le temps parce qu'on part en grande partie pendant la Première Guerre mondiale, 1916, en terre de Mésopotamie où se jouent tous les intérêts géopolitiques de l'Europe. En gros, on va redécouvrir une personne un peu effacée de l'histoire qui s'appelle Gertrude Bell, qui a joué un rôle hyper important à cette époque, rôle géostratégique, mais aussi de négociation avec les différentes tribus pour amener à la création de l'Irak. En gros, Gertrude Bell, c'est une espionne pour le Royaume-Uni, elle est archéologue, elle parle 5 langues, dont l'arabe et le persan, elle est écrivaine, elle a été une alpiniste de renom parce qu'elle a fait les plus grands sommets du monde avant l'heure. On est aussi dans un bain d'archéologie, c'est-à-dire qu'on va être dans les jardins de Nabucodonosor ou dans son palais, et en même temps, il y a toute cette tension qui se joue, parce que l'Allemagne veut étendre ses colonies, et le Royaume-Uni veut défendre ses terres, notamment son terrain de passage, puisque le canal de Suez a été percé pour aller plus vite en Inde. Et en fait, cette femme, on la redécouvre parce qu'en fait, elle a été complètement effacée par un autre personnage bien connu, c'est Laurence d'Arabie. Et en fait, on se rend compte que c'est elle qui a joué un rôle bien important dans l'histoire qui s'est jouée dans cette zone du monde au début du XXe siècle. Voilà, donc je vous conseille de lire ça pour un voyage dans le temps, comprendre des choses. C'est aussi un portrait nuancé parce qu'en fait, elle était assez conservatrice, elle était anti-suffragette. Donc c'est pas un roman féministe hein, qui va défendre justement une femme comme ça. Mais en fait, ça replace les choses dans un cadre historique
Et loin du film et des beaux yeux bleus de Peter O'Toole, on redécouvre cette femme, Gertrude Bell, qui a joué un rôle très important dans l'histoire. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, courir à la librairie La Pensée Sauvage à Metz ou dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Le temps file aussi, il est déjà l'heure de refermer la boîte à malice. Bien sûr, on se retrouve sans faute la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez voir ou revoir les autres BAM sur les sites apparus à l'écran. Prenez soin de vous et émerveillez-vous. Allez, bye bye. What is a watermalice? What is buts? What is a watermalice? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.